bonjour. Monsieur le directeur, bonjour. Monsieur le directeur général de l'APS, bonjour. La rédaction de l'APS est très honorée d'avoir ce matin comme invité le recteur de l'UVS, de l'Université Cheikh Hamidou Kane. Et à cette occasion, nous aimerions bien aborder différents aspects tournant autour de la dernière dénomination de l'UVS, l'enseignement à distance, la place de l'UVS dans la carte universitaire sénégalaise, les zénons, les 10 ans de l'Université Cheikh Hamidou Kane, et tous ces aspects seront abordés sous forme de questions bien entendues par Madame Adama Dioufli, Charles Senghor, Ousmane Ibrahima Dia, Suzanne Sy, Khady Diop et Fatou Diop. Monsieur le directeur, une première question. On est passé de l'Université virtuelle du Sénégal à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Est-ce un simple changement de dénomination ou bien est-ce que cela induit des changements en profondeur sur les missions et les axes stratégiques de l'université? Merci beaucoup. Vous me permettez d'abord de saluer le directeur général et toute l'équipe qui l'accompagne. Par rapport au changement de dénomination, je pense qu'il faut d'abord comprendre qu'il y a une volonté de l'État du Sénégal de renforcer, mais surtout de mettre en exergue davantage le caractère numérique de l'université. Au moment où le numérique est devenu aujourd'hui en tout cas incontournable, les entreprises du numérique dominent l'économie mondiale, mais en même temps aussi la transformation numérique aujourd'hui en tout cas ne laisse aucun secteur indifférent. Donc je pense que dans ce contexte-là, réaffirmer le caractère numérique de l'institution en le mettant en exergue dans la dénomination, je pense que c'est déjà quelque chose qu'il faut saluer. L'autre chose, peut-être, c'est aussi le fait d'avoir un parrain à la personne de Cheikh Hamidou Kane, qui est un illustre sénégalais que je pense tout le monde connaît. Donc l'avoir comme référence, comme modèle à donner aux étudiants, à la communauté de façon générale de l'institution, je pense que c'est aussi un atout sur lequel nous nous appuyons, en tout cas pour pouvoir davantage véhiculer des valeurs auprès de ces jeunes, mais en même temps aussi, en tout cas, développer l'institution sur la base de ces valeurs incarnées par cet illustre parrain. Maintenant, en termes de changement d'axe stratégique ou bien de mission, vous savez, il y a un an, je pense que c'était au mois de mai 2022, le chef de l'État a signé un nouveau décret portant organisation et fonctionnement de l'institution. Donc ça, c'est venu avant le changement de dénomination. Et dans ce nouveau décret, évidemment, il y a un modèle organisationnel qui est venu compléter l'existant, parce qu'il y avait un décret qui datait de 2016 et qui avait mis en place déjà une certaine organisation. Cette organisation a été améliorée dans le cadre de ce nouveau décret, avec le renforcement du conseil d'administration. On a maintenant un président du conseil d'administration qui a été nommé en la personne de Dr Ali Koto Ndiaye, le président du Fonds de développement des services universitaires des télécoms. Un vice-président qui est M. Antoine Ngom, qui est le président de l'organisation patronale l'organisation des professionnels des TIC, donc, et aussi vice-président du CNP, et avec une panoplie de représentants, en tout cas du monde socio-économique. Mais en même temps aussi, c'est une réorganisation de la pédagogie et de la recherche au sein de l'institution, donc avec 3 pôles de formation, un pôle de recherche, et donc ça c'est des directions administratives et techniques. Donc cette réorganisation-là a été entérinée par ce décret qui date de 2022. Maintenant, pour parler d'axe stratégique, nous avons terminé la mise en œuvre d'un plan stratégique, le premier plan stratégique que nous avions sur la période 2018-2022, et nous sommes en train d'élaborer un nouveau plan sur la période 2024-2028. Et dans ce nouveau plan-là, évidemment, il y aura certainement des axes qui seront renforcés, qui existaient déjà, mais d'autres axes peut-être qui seront de nouveaux axes. Je ne pourrais pas en dire plus parce que c'est en train d'être élaboré, mais ce qui est sûr, c'est que ce nouveau plan stratégique va essayer de prendre en compte
les préoccupations de la communauté actuelle. C'est par exemple l'amélioration du modèle pédagogique, en tenant compte notamment des nouvelles techniques existantes, que ce soit l'intelligence artificielle générative qui permettra d'améliorer le processus d'apprentissage, par exemple les méthodes d'évaluation, mais aussi la personnalisation des parcours de l'apprenant en fonction de son profil, mais c'est aussi la prise en compte de la stratégie institutionnelle de recherche et d'innovation que nous avons adoptée au mois de décembre 2022 avec le conseil d'administration et qui sera aussi certainement prise en compte dans ce nouveau plan stratégique. Mais un autre aspect aussi qui sera important pour nous, en tout cas, c'est la prise en charge de volets liés à l'insertion professionnelle des étudiants. Nous avons déjà commencé à y travailler avec un bailleur qui est la Fondation Mastercard dans le cadre du programme Force N. Peut-être qu'on reviendra là-dessus dans le cadre du débat. Et l'autre volet, c'est le volet lié à la génération de ressources additionnelles. Parce que nous avons aujourd'hui un modèle économique qui est principalement basé sur la subvention de l'État. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut, dans les années à venir, renforcer nos ressources propres pour mieux prendre en compte notre ambition de développement. Donc voilà un peu quelques éléments que je peux vous dire, en tout cas, qui seront certainement pris en compte dans ce plan stratégique. Mais comme je dis, c'est un plan qui est en train d'être élaboré, donc je ne peux pas en dire plus. Merci, Monsieur le Recteur. Merci de nous recevoir la rédaction sous la houlette du directeur général dans l'un des espaces numériques ouverts de l'université Cheikh Hamidou Kane. Peut-être je vais enchaîner avec une question beaucoup plus. C'est dire que beaucoup de problèmes étaient régulièrement soulevés par les étudiants, pas habitués au modèle d'enseignement qui était proposé, le modèle d'enseignement à distance, avec notamment la fourniture des intrants. Il leur fallait des ordinateurs, des modems et tout. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, 10 ans après, que ces problèmes ont été dépassés? Alors, il faut dire que le modèle d'enseignement à distance que nous avons n'est pas forcément un modèle qui est nouveau au Sénégal, parce qu'il existait, l'enseignement à distance a toujours existé au Sénégal, hein, depuis l'EBAD, depuis la FASTEF, avec la formation des professeurs et tout, à distance. À l'UGB, il y avait des formations à distance, mais peut-être ce qui a changé avec l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-UVS, donc c'est le fait de s'adresser à un public beaucoup plus jeune, parce qu'à l'époque, c'était adressé à des professionnels, à des personnes d'âge mûr, en master, et là, on s'adresse à des bacheliers. Donc, ils n'ont pas forcément cette habitude de faire de l'enseignement à distance, puisqu'ils ont été habitués à un modèle transmissif où ils sont en face de l'enseignant. Ils sont obligés de se déplacer tous les jours pour aller en classe. Là, ils sont dans un modèle où on leur demande de rester chez eux et d'apprendre à distance. Donc, ça change catégoriquement, en tout cas par rapport à leurs habitudes. Maintenant, ce qui veut dire que ça les déroute et ça déroute aussi leurs parents. Parce que, comme on a l'habitude de dire au Sénégal, le parent, il est content quand il voit son enfant se lever le matin et puis aller apprendre. Le savoir, on va le chercher à distance, en tout cas ailleurs. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que le numérique nous donne l'opportunité d'avoir accès à tout à partir de là où on est. J'ai l'habitude de dire qu'il y a 10 ans, peut-être les gens étaient obligés d'aller dans les agences de la Sénélec, pour ne pas le citer, pour par exemple payer leurs factures. Aujourd'hui, vous pouvez rester chez vous et payer votre facture à partir de votre téléphone. Donc, c'est la même chose. La connaissance peut s'acquérir à partir de n'importe où. Maintenant, tout changement nécessite une période d'appropriation. Je pense qu'il fallait d'abord que les gens s'habituent à ce nouveau modèle. Je crois que la Covid est venue aussi nous permettre de nous rendre compte que nous avons des opportunités, en tout cas, qui sont offertes par le numérique. Et aujourd'hui, en tout cas, par rapport à ces questions que vous avez évoquées, qui sont des questions liées à l'acquisition des ordinateurs, je crois qu'il faut d'abord saluer le choix de l'État du Sénégal de doter chaque étudiant gratuitement d'un ordinateur et d'une connexion. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas.
Dans d'autres pays, c'est l'étudiant qui achète son outil. Ici, c'est donné gratuitement. Donc, je pense qu'il faut d'abord saluer cet effort de l'État. Maintenant, il arrive des années, comme cette année par exemple, où il y a eu un retard dans la livraison de ces intrants. Par exemple, au moment où certains, parce que sur les 22 000 étudiants qui devaient recevoir leur outil de travail, les peut-être 18 000 ont reçu avant le mois de mai. Les autres, ils ont attendu jusqu'au mois de juin, juillet pour le recevoir. Donc évidemment, ça impacte sur le fonctionnement de l'institution, notamment sur le calendrier académique. Nous sommes en train de travailler avec le ministère qui est en charge de cette question-là pour trouver une solution plus pérenne. Parce que pour acquérir autant d'ordinateurs sur le marché international, il y a toujours des délais et des aspects qu'on ne maîtrise pas. Alors pour nous, en tout cas, la solution qui nous semble la plus pérenne, c'est d'aller vers une usine d'assemblage au niveau national, qui nous permettra peut-être de prendre en compte automatiquement, en fonction d'une planification bien maîtrisée au niveau national, pour avoir ces outils-là à temps, mais surtout aussi d'avoir des outils plus adaptés. Parce qu'on se rend compte que parfois on distribue 22 000 ordinateurs, par exemple cette année, mais il y a des étudiants, par exemple, qui sont dans certaines filières, qui sont demandeurs de beaucoup de performances et qui disent que, par exemple, l'ordinateur qu'ils ont ne leur permet pas de faire ce qu'ils veulent faire. Donc, il faut qu'on arrive aussi à faire de sorte que l'ordinateur qu'on donne soit adapté aux besoins de l'apprenant. Pour cela, pour le faire, il faut qu'on arrive à ce que les ordinateurs, qu'on puisse peut-être les assembler nous-mêmes en fonction, évidemment, des besoins qui sont exprimés. Et je pense que ça permettrait aussi de prendre en charge d'autres besoins, parce qu'aujourd'hui, quand même, je pense qu'il y a une forte demande en termes d'acquisition d'ordinateurs, mais aussi de terminaux intelligents. Et ça permettra aussi de créer de l'emploi, tout simplement. Voilà. Donc je pense que c'est une option, en tout cas, sur laquelle nous sommes en train de travailler, et j'espère que dans quelques années, peut-être cela va aboutir. L'une des missions de l'université numérique, cher Hamidou Kane, c'est de mettre les technologies de l'information et de la communication au cœur du développement de l'université, de l'enseignement supérieur. Et pour améliorer l'accès à l'enseignement supérieur et l'efficacité du système, quel est le lien entre votre université et la Société nationale Sénégal numérique? Vous avez un partenariat ou bien vous collaborez ensemble? Oui, on collabore avec Sénégal numérique, donc ex-ADIE, depuis le début, de l'université. Nous sommes, je pense, tous les deux structures publiques qui sont dans le secteur du numérique. Et depuis le départ, c'est le réseau de l'ADIE, le réseau fibre optique de l'ADIE, en fait, qui nous permet d'interconnecter nos espaces numériques ouverts. Et d'ailleurs, la création des premiers espaces numériques ouverts, la construction des premiers espaces numériques ouverts, et même leur mise en place, a suivi la disponibilité du réseau de l'ADIE. Ça, c'est un premier fait. Et jusqu'à présent, donc, tous nos ENO ont une liaison à travers ce réseau-là. Même si dans chaque ENO, on a tenu à avoir une seconde liaison pour la redondance, donc une liaison spécialisée, que ce soit avec un opérateur de télécommunication. Maintenant, nous avons aussi, depuis 2018, fait un choix, c'est le choix de la souveraineté numérique, c'est d'avoir toutes nos plateformes de formation hébergées en local, c'est-à-dire au niveau national. C'est un choix fort que nous avons fait, avec évidemment des avantages et des inconvénients. Et dans ce choix-là, l'ADIE aussi, le Sénégal numérique, joue un rôle important, parce que le site de reprise se trouve à leur niveau, au niveau du technopôle de Pékin. Et aujourd'hui, je pense que les deux structures travaillent en étroite collaboration, par exemple au niveau des Sénégal Service, qui sont un peu partout aussi au niveau national, et qui sont souvent d'ailleurs collés à nos ENO. Souvent, vous allez dans certains endroits, l'espace numérique ouvert et l'espace Sénégal Service sont à côté, et donc on collabore aussi à ce niveau-là. Bonjour Monsieur Lo. Bonjour. Vous l'avez dit, les espaces ENO sont des instruments importants pour l'EVS. Pour matérialiser Fonek Fofula,
le slogan d'ailleurs de l'université pour faire du concept une formation pour tous, une réalité, mais avec l'option de construire dans chaque département et au sein des universités publiques un ENO pour la socialisation des étudiants. Mais on est jusque-là, 12, on est à 12 ENO sur 50. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, alors l'ambition du gouvernement, c'était en 2022 d'avoir 50 espaces numériques ouverts. Ça, c'est effectivement ce qui était prévu. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de retard dans le processus de construction et qui fait qu'aujourd'hui, il n'y en a que 12 qui ont été construits et livrés entièrement. Il y en a d'autres qui sont encore en chantier. Il y a un nouveau programme pour construire ce qu'on appelle les zénos de seconde génération. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que nous avons fait, nous n'avons pas attendu la construction et la livraison des zénos pour avoir un réseau d'espaces numériques ouverts. Les premiers espaces numériques ouverts, par exemple, quand je prends l'exemple de Mermoz, qui est aujourd'hui peut-être l'un des espaces les premiers qui ont été livrés. Avant, c'était à Yoff. On avait loué un bâtiment à Yoff. Et c'est toujours le cas, par exemple, à Kermassar ou à Kaolack ou à Ziguinchor, où on a loué des bâtiments pour permettre à l'ENO de fonctionner en attendant que l'ENO définitif soit livré. Évidemment, cela a des conséquences sur le fonctionnement parce que quand on loue un bâtiment, il n'est pas forcément adapté peut-être aux réalités, en tout cas aux besoins, mais on fait quand même de notre mieux pour mettre en relief ce dont on a besoin pour que l'ENO fonctionne. Mais en même temps aussi, le fait de ne pas recevoir ces ENO a une autre conséquence, c'est qu'au lieu de répartir aujourd'hui les 60 000 étudiants que nous avons sur 50 ENO, ils sont répartis par exemple sur 17. Donc vous voyez la difficulté. Et ce qui explique aussi par exemple que pour certains ENO, on a parfois des rushs. C'est le cas ici par exemple à l'ENO de Dakar où la taille d'une classe peut dépasser la capacité d'accueil physique de l'ENO. En cas d'évaluation par exemple, c'est le cas. Donc aujourd'hui nous avons par exemple pour l'ENO de Mermoz loué un bâtiment à Kergorgui pour pouvoir renforcer la capacité d'accueil. Voilà, donc on essaie de trouver des solutions palliatives en fait à cette difficulté-là qui est liée au retard des chantiers. Mais aujourd'hui quand même, il faut dire que nous couvrons déjà la moitié des régions. C'est-à-dire nous avons 7 régions qui sont déjà couvertes et nous avons un tiers des départements aussi qui est couvert. Et je pense que d'ici peut-être quelques années en tout cas, le réseau sera complet pour qu'on ait la couverture nationale. Et je pense que cela va donner certainement beaucoup plus de présence de l'université au niveau national et va participer davantage aussi à l'aménagement numérique du territoire. Bonjour, professeur. Est-ce que les moyens par rapport aux ambitions de l'université suivent? Les moyens aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, sont en grande partie liés à la subvention de l'État, ce qui est évidemment lié à au fait que nous sommes une structure publique, mais c'est pourquoi je disais tout à l'heure que dans les perspectives liées à la mise en œuvre du nouveau plan stratégique, il va nous falloir renforcer nos ressources propres, parce que on ne pourra pas toujours dépendre de la subvention de l'État qui ne suffira jamais de toute façon, parce que l'État a aussi d'autres priorités. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle, par exemple, pour prendre en compte certaines préoccupations que nous avons, notamment l'insertion professionnelle, l'amélioration de l'insertion professionnelle de nos apprenants, l'ouverture de nos formations à un public beaucoup plus large, nous avons travaillé avec un bailleur pour mettre en place un programme qui s'appelle le programme Force N, donc formation ouverte pour le renforcement des compétences, de l'emploi et de l'entrepreneuriat dans le numérique. C'est un programme qui est financé par la Fondation Mastercard sur la période 2022-2026, avec comme ambition de former 80 000 jeunes dans les métiers du numérique, même s'ils n'ont pas de diplôme. C'est-à-dire que c'est des formations ouvertes et certifiantes qui sont ouvertes à tous les jeunes qui sont âgés de 18 à 35 ans.
Donc qu'ils aient un diplôme ou pas, ils peuvent, l'essentiel c'est qu'ils aient le niveau qui leur permette de faire ces formations-là. C'est des formations qui durent entre 3 mois et 6 mois généralement. Et c'est des formations qui peuvent parfois être grand public. Donc la broderie numérique, le marketing digital, le commerce digital, l'intelligence artificielle pour tous, etc. Donc c'est pour dire que aujourd'hui nous sommes aussi en train de chercher d'autres moyens pour aussi accomplir nos missions, parce que les moyens de l'État ne permettront pas toujours, en tout cas, de les accomplir, d'autant plus que l'État a aussi des priorités qui ne sont pas forcément chez nous. Et ce programme dont j'ai parlé a aussi un volet très important en termes d'employabilité par rapport à l'insertion professionnelle, parce que l'objectif c'est qu'à terme, qu'il y ait 70 000 jeunes qui soient insérés dans ces disciplines-là, dans ces métiers. Et je pense que nous sommes bien partis, puisque au bout d'1 an de fonctionnement, déjà nous avons 10 000 certifiés, 4 000 ont déjà été insérés, et je crois que dans 4 ans, je pense que ce programme-là va en tout cas donner des résultats beaucoup plus probants. Merci beaucoup, professeur. L'Université numérique fête ses 10 ans à travers diverses activités scientifiques sous le thème « Science en dialogue, connecter les savoirs pour un avenir commun ». Pourquoi le choix de ce thème? Alors, je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est que nous avons décidé, en fait, en célébrant les 10 ans, d'avoir un programme qui est étalé sur l'année 2023. Dans ce programme-là, il y a des activités de promotion, de communication, de communion, particulièrement les cérémonies de graduation que nous avons décidé de délocaliser cette année, les organiser dans les collectivités. Nous l'avons déjà fait dans la région sud, nous l'avons fait dans la région nord. À partir de la semaine prochaine, mois de novembre, on va le faire dans la zone centre, avant de terminer par la région de Dakar. Donc ce sont des activités de promotion, de communion, de communication. Mais en même temps aussi, nous avons élaboré un programme scientifique avec 3 colloques de niveau international, et dont les 2 ont déjà été organisés. Donc le colloque Africa Digital Edu qui s'est tenu à Diamniadio il y a quelques semaines et qui est destiné à l'éducation numérique. Un colloque sur la sociologie qui s'est tenu la semaine dernière à Dakar, entre l'UCAD et ici même à Mermoz. Et il y a le colloque Dakar Legal Tech qui va se tenir au mois de novembre à la place du Souvenir. Le thème que vous avez cité, qui en fait met en exergue un peu notre valeur ce soir d'ouverture, mais aussi en même temps de mettre en exergue un peu la pluridisciplinarité. On n'a pas voulu avoir un colloque, par exemple, qui se tient juste dans un domaine, mais avoir plusieurs colloques qui mettent vraiment en synergie beaucoup de thématiques. Et je crois que déjà les 2 colloques qui ont déjà été organisés nous ont permis, en tout cas, de rassembler beaucoup d'acteurs du monde scientifique, que ce soit au niveau du Sénégal qu'au niveau régional ou international. Et nous espérons en tout cas que la dernière manifestation, qui est Dakar Legal Tech, en tout cas, va aussi avoir autant de succès que les 2 qui ont déjà été organisés. Juste une dernière question, monsieur le recteur. Et vous avez parlé d'un plan stratégique en gestation pour 2024-2028. Et comment vous voyez aujourd'hui l'UVS, l'ex-UVS, disons, dans 10 ans? Alors, ça, je vais vous répondre à titre personnel, parce que je pense que c'est une question très importante, mais qui nécessite beaucoup de réflexion, parce que c'est une question aussi de prospective. Moi, je pense que quand on regarde l'UVS et son fonctionnement pendant 10 ans et la façon dont ça s'est développé, dans 10 ans, il faudrait voir l'UVS comme peut-être, en tout cas déjà en termes d'effectifs, je crois que ça, il n'y a même pas photo. Ce sera la première université, peut-être pas du Sénégal, mais peut-être d'Afrique en termes d'effectifs. Et ce sera aussi une université qui aura donc ce maillage territorial, on a dit,
sera présent partout dans le Sénégal. Ce sera une université qui aura beaucoup d'alumni, ou ce soit des diplômés ou des certifiés, qui vont mailler tous les milieux socio-économiques. Et donc je pense que ça sera aussi une façon de permettre à l'université de profiter de cette présence de ces diplômés aussi dans l'écosystème, que ce soit au niveau national qu'au niveau régional ou international. Mais ce sera aussi une université qui va avoir beaucoup de partenariats. Le numérique permet une ouverture peut-être qu'on ne peut pas avoir si on ne s'appuie pas là-dessus. Déjà aujourd'hui, c'est une centaine de partenaires que l'université a, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Et je pense que ce partenariat-là va se renforcer dans les années à venir. Mais pour moi, ce sera aussi une université qui va devoir beaucoup tirer le système éducatif en termes d'innovation pédagogique. Ça aussi, pour moi, c'est très important de le souligner. Et c'est un peu aussi l'enjeu qu'on avait en organisant le colloque Africa Digital Edu, c'était de pouvoir permettre aux gens d'échanger sur les opportunités offertes par le numérique pour renforcer, améliorer la qualité de l'apprentissage, que ce soit dans l'enseignement supérieur, mais aussi dans l'éducation de base. Cher directeur, c'était un plaisir pour nous d'être dans vos locaux ce matin pour cet entretien, qui a été très riche, qui nous a permis de revenir un peu sur les 10 ans de l'UVS. Et avec le plan stratégique en gestation, on pense que l'avenir est radieux pour votre université et qu'un étudiant qui sera diplômé de l'UVS va le brandir fièrement, puisque l'UVS est en passe de devenir la première université du Sénégal. Merci beaucoup. Merci à vous.